Le jour où Moshe sort en Égypte et qu'il voit l'Égyptien en train de frapper un Hébreu, il tue l'Égyptien. Vaïfen kovacho, vayach kien ish, vayach et amitzri, vaïtmeneu bachol. Il se tourne là et là et voit qu'il n'y a personne. Il frappe l'Égyptien et l'enfuit dans le sable. Le lendemain, il sort et voici que deux hommes hébreux se bagarrent. Il dit au rachat: pourquoi vas-tu frapper ton prochain? ויאמר מי שמך לאיש שר ושופט עלינו על הרגנו אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? וירא משה ויאמר אכן נודע הדבר. Alors Dathan, qui voulait frapper Aviram, déclara à Moshe: qui t'a mis comme prince juge sur nous? Donc un tout petit genou là, et de quoi tu te mêles? Tu veux me tuer comme tu as tué l'autre, l'Égyptien? Moshe a pris peur et il a déclaré: en vérité, cette chose est connue. Rachi là-dessus. Vaïra Moshe a eu peur. Kipshuto. Il a eu peur. Pourquoi? Parce que il a vu que le fait qu'il ait tué l'Égyptien était connu. Ou Midrasho, le Midrash déclare: Da'aglo al-Shera Israël, Reshaim daletorin, Amar me'ata, Shema enam ruim leigael. Et le Midrash vient dire qu'il a eu du souci quand il a vu qu'en Israël il y avait des délateurs. Qu'est-ce que c'est un délateur? Hein? Qu'est-ce que c'est un délateur? Comment? Une balance. On est au mois de Tishri là. Alors, quelqu'un qui était prêt à dénoncer des gens qui rapportaient des choses qui devaient rester secrètes. Amar me'ata shema inu ruim ligael. Peut-être que Chas Shalom, il ne mérite pas d'être sauvé. Suite du verset: Achen oda davar, en vérité cette chose est sûre. Comme Ashmao, Rachid de nouveau, premier pshat. Ben, pshat, on le sait, les gens ils sont au courant de ce que j'ai tué l'Égyptien. Gar à ma peau. Ou Midrasho, le Midrash: Nodalo hadavar, nodali hadavar, shaiti tameh alea, alav, ma Chatur Yisrael mikol ain umot, liot nirdim bavodat parer. J'ai compris cette chose qui m'étonnait. Pourquoi les Juifs sont-ils plus asservis que n'importe quelle nation? Aval royani shehem ruim lukar. Je constate qu'ils le méritent bien. Voilà. Alors, reprenons. Rashi dit que quand Dathan, qui va frapper Aviram, a été menacé par Moshe, il a dit: tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Alors Moshe dit: Vaïra Moshe. Hein, le verset dit: il a eu peur. Pourquoi il a eu peur? Il a eu peur parce qu'il y avait des gens qui avaient vu que il avait tué l'Égyptien.
Yomar, Achen Odadavar, en vérité, cette chose est connue, qu'il a tué l'Égyptien. Il a eu peur, parce qu'il a constaté que cette chose était connue, et voyait qu'elle était diffusée. Bon, ça a l'air d'être un peu une redite, n'est-ce pas? Il a eu peur, que Pshuto, il a eu peur pourquoi? Parce que la chose, elle était connue. Qu'est-ce qu'il a encore ajouté derrière? Achen Nodav Adavar, en vérité, cette chose est connue. Ah oui, c'est de ça qu'il a eu peur. Quand il a dit, il a eu peur parce que cette chose était connue. D'accord? Alors Rashi apporte le Midrash. Et le Midrash fait une lecture très différente. Il a eu peur. D'accord, il a eu peur parce que il a été dénoncé. Mais il a eu peur parce qu'il s'est dit, oh là, les pauvres, ils sont pas prêts de sortir de l'exil. Hein? Da'aglo al-Shera d'Israël Reshaim d'Aletorim, il a eu du souci parce qu'il a vu qu'il y avait des délateurs, des gens qui dénonçaient Reshaim en Israël, Amar Meacha, Shema Enemruim Ligael. Il a eu peur que la Geoula était encore longue à venir. Et il a dit, Achen Odadavar, en vérité, maintenant cette chose elle est sue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Moshe avant cela, il réfléchissait, il dit, mais comment ça se fait qu'on voit personne qui est persécuté comme les Hébreux? Comment ça se fait? C'est une question extraordinaire. Comment ça se fait que les Juifs, ils sont, parmi toutes les nations du monde, il n'y a personne qui a une histoire aussi agitée, aussi tragique et dramatique que celle des Hébreux? Alors qu'est-ce qu'il dit Rashi là-dessus? Nodali adavar sheitame alav. Maintenant, j'ai compris cette chose pour laquelle qui m'étonnait. Machatu Israël mikol ainumot, quelle est la faute qu'ils ont faite parmi toutes les nations? Liot nirdim bavodat parer, pour être écrasés par un labeur qui les broyait. Aval roé ani shehem roim le kar. Je constate en vérité qu'ils le méritent. Pourquoi ils le méritent? Pourquoi? Parce qu'ils se dénoncent, parce qu'il y a des délateurs, des calomniateurs, des gens qui rapportent des choses qui doivent rester secrètes. Holer Rachil, Megalesod, un colporteur, quelqu'un qui va colporter, Megalesod, il révèle des choses qui auraient dû rester secrètes. Qu'est-ce qu'on est en train de... Moi, ce qui m'étonne de ce passouk, toujours quand je lis, c'est que c'est marqué Vaïfen Kovacho, il s'est tourné de part et d'autre. Dans le Pshat, c'est quoi? Rachid toujours rapporte sur ces versets-là le Pshat et le Midrash. Au niveau du Pshat, il a que mashmao, quoi. Il a regardé, il s'est tourné à droite. Faut croire qu'il a mal vu. Il regardait, a priori, avant de tuer l'Égyptien, que personne ne l'ait vu. Eh ben, il s'est drôlement trompé, puisque dès le lendemain, voyons Machini, le lendemain, il voit déjà les Hébreux qui se battent et que, mais c'est étonnant que Moshe a regardé, mais si mal regardé qu'il n'a pas vu. Ouais. À moins qu'il peut-être, il avait des soucis que les Égyptiens ne soient pas là. Et putain, bien alors si c'est comme ça, alors peut-être les gens qu'il avait vus, si c'est pas caché des Hébreux, ce qu'il avait peur c'est juste des Égyptiens, peut-être que celui qu'il avait vu était dans le public juif qu'il l'a vu. Alors qu'est-ce que ça veut dire que c'est des délateurs? Ils l'ont vu. Voilà. En vérité, il y a quelque chose de difficile. C'est qu'on dit que si il y a parmi eux des délateurs, des gens qui dénoncent, qui rapportent des choses qu'ils ne devraient pas, dit maintenant je comprends cette chose qui m'a toujours étonné, pourquoi les Juifs sont plus asservis que n'importe qui d'autre.
Ah, maintenant je vois, ils sont Raoui le quart. Et c'est ça qui lui fait très peur. Il dit, Vaïra Moshe, de quoi il a eu peur? Peut-être pour sa propre vie, mais peut-être il a surtout eu peur que cet exil des Hébreux n'était pas près de terminer, puisqu'il voyait qu'après tellement d'années d'exil encore, ils étaient en train de dénoncer, de raconter des choses qui n'auraient pas dû l'être. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La relation, quelle est la relation entre le fait qu'ils racontent des choses et ils sont exilés? Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Moshe explique le fait que les Hébreux soient opprimés par le fait qu'il y a parmi eux des gens qui rapportent. Pourquoi ça? Je veux dire, il y a des tas de choses pour lesquelles on peut comprendre qu'ils sont asservis, parce qu'ils ont oublié Hachem, parce qu'ils ne se rattachent plus alors au Havot, parce que je ne sais pas, parce qu'ils ne se soucient plus de demander à Hachem de les faire sortir d'exil. Je ne sais pas, il peut y avoir des tas d'explications, on peut trouver 10 explications pour ça. Mais bizarrement, ici, on dit, ah, maintenant je vois pourquoi ils sont exilés, oh là, pourquoi ils sont asservis, pourquoi ils sont soumis à Avodat Parer, à être broyés, écrasés, parce qu'ils dénoncent. Et alors, dénoncer, c'est très grave, mais il y a des tas de choses qui sont très graves. Se mettre en colère, c'est très grave, la colère. L'orgueil, c'est très grave. Il y a des tas de choses qui sont très graves. Mais quelle est la relation entre le fait de dénoncer et le fait d'être asservi? Vous avez une idée? Ça vous dit quelque chose? Il y a une deuxième chose qui est bizarre. C'est que Moshe dit, maintenant je comprends pourquoi les Juifs sont plus persécutés que n'importe qui. Ils sont persécutés, ça c'est un. Liot nirdim bavodat parer, yoter mi ainumot, plus que n'importe qui. Qu'est-ce qu'ils ont fait de si grave, machatou, qu'est-ce qu'ils ont fait comme faute tellement grave pour être persécutés plus que les autres? Quoi? Parce que les Hébreux, à l'époque on ne les appelait pas encore les Juifs, hein? Enfin, il s'agit du même peuple, mais dans ses premières phases. Parce que les Hébreux, ils sont pires que les autres. Ah ben oui, ils ont des gens qui rapportent, ah ben c'est un Rohim le quart, et ils le méritent bien. Est-ce que vous voyez une relation? Et dans un deuxième temps, qu'est-ce que ça veut dire? Que ça fait que les Juifs ils sont plus persécutés que les autres. Non? On a tous un problème avec nous-mêmes que chacun a quelque chose de spécial. Chacun a une dimension particulière. Chacun a une neshama spécifique. Et cette particularité qu'on a, ben, on a tous un souci de développer ça. On sent que c'est quelque chose d'important. Il y a quelque chose au fond de nous, on se rend bien compte, qu'est-ce qu'on est? On n'est pas tel qu'on se voit dans la glace. Si on se regarde dans la glace, on dit, ben, ça c'est moi. C'est très superficiel. On se demande, mais qui je suis? Qui suis-je? Eh ben, regarde, si j'avais des cheveux d'une autre couleur, est-ce que ça serait pas moi? Des yeux différents, est-ce que ce ne sera pas moi? Mais si, mais c'est quelque chose de plus profond. Et c'est très difficile de savoir, mais plus profond. Et alors, si par exemple, je m'exprimais moins bien, est-ce que ce serait encore moi ou pas? La parole, c'est quand même quelque chose d'important.
oui, c'est aussi un niveau de moi, plus profond certes que l'aspect extérieur, mais tout ça c'est important. L'aspect extérieur, oui, ça me définit dans la société, ça. Il y a plus que cela, la façon, les dons que j'ai, le fait de savoir parler, comment est-ce que je parle, qu'est-ce que j'exprime comme idée. C'est quelque chose déjà de plus profond, de plus spécifique en moi. Mais il y a des choses encore beaucoup plus profondes dans lesquelles nous-mêmes, on n'arrive pas vraiment à... Mais moi, au fond, tu m'enlèverais tout ce qu'on voit à l'extérieur, au fond, il y a quelque chose qui est moi. Au fond de moi, il y a moi. C'est ce que je dirais un neshama. Et on a besoin que cette chose-là, elle existe, qu'elle soit reconnue. Parce que c'est important, c'est de nous qu'il s'agit. Et pendant très longtemps, on voudrait être reconnu par l'extérieur pour nous rassurer sur nous-mêmes. N'est-ce pas? On voudrait que les gens apprécient, prennent conscience et apprécient ce qu'on est. Mais pas simplement parce que je suis jolie, pas simplement parce que je sais séduire, pas simplement parce que je sais m'exprimer, mais pourquoi tu m'aimes? Je voudrais que tu m'aimes, et après on se dit, mais pourquoi tu m'aimes? Qu'est-ce qu'il y a? Comme si on voudrait qu'ils ressentent vraiment la raison vraie de m'aimer. Bien que nous, en vérité, ça nous est aussi difficile de décrire, mais qu'est-ce qu'on est vraiment? Parce que est-ce qu'on est tellement pnimi, on a tellement d'intériorité de nous connaître au fond, qu'est-ce qu'on est? Même nous-mêmes, on ne connaît pas, mais on voudrait être aimé pour nous-mêmes, pas pour des choses qui sont un peu extérieures, un peu superficielles de nous. Très compliqué cette histoire-là, très compliqué. Et alors, on réclame un peu des preuves comme quoi on est spécial. Vous avez vu, il y a beaucoup de juifs qui chaque année, quand on publie les prix Nobel, leur souci de savoir combien de juifs il y a là-dedans. Comme si pour se rassurer que on est quand même un sacré peuple. On se rassure par le fait qu'on dit, regarde, il y a des juifs qui ont le prix Nobel, regarde comme il y a des génies juifs, regarde comme les juifs ont changé la face de l'histoire, comme si ça nous rassurait un peu sur nous-mêmes. Moi, je participe au même peuple. Sûrement, oui, mais c'est comme si on a besoin des preuves extérieures pour quelque chose qui peut nous travailler à l'intérieur. On a besoin. On est fragile parce qu'on aimerait être l'enfant que mes parents chérissent par-dessus tout. Celui que ses frères et sœurs, le meilleur camarade de la classe, le chouchou du prof, enfin je sais pas. Odaya, oui. Alors, c'est des problèmes, des vrais problèmes, ça revient toutes les semaines. Alors ça, il y a quelque chose à se rassurer sur son propre compte, que les marques extérieures doivent nous rassurer sur nous-mêmes. Et puis, quand on mûrit un peu, on se rend compte que on n'a plus besoin tellement de preuves que cela pour être rassuré. Pourquoi? Parce que on a appris à vivre avec cela, on exprime certaines choses qui sont profondes, on vit finalement autour de nous, les gens nous reconnaissent, mais surtout, on a appris à avoir confiance en nous-mêmes. Mais ça peut être très long et très douloureux. Il y en a tous comme ça un complexe d'infériorité. On peut parler, on peut faire la tchatch, on peut se montrer et tout, mais au fond, on n'est pas très rassuré. Quelqu'un qui n'est pas rassuré, chaque année, il va voir la liste des prix Nobel pour se dire « Ouais, les juifs, ils sont super. » C'est-à-dire, suivez mon regard, eh ben, moi, je suis un juif. Oui. Ah, vous savez, la sociologie, c'est que des juifs. La psychanalyse, c'est des juifs. Et je sais pas quoi, dans la littérature, combien de juifs. Et dans ceci, dans cela, ouais. On se rassure comme si on a l'impression que... Parce que tant qu'on est dépendant du regard d'autrui, ça veut dire qu'on n'arrive pas à vivre nous.
avec nous-mêmes. Vous savez ce que c'est Olam Haba? C'est le jour où il n'y aura personne autour pour nous applaudir, mais on vivra avec ce qu'on est. Ouais, mais c'est pas très rassurant. Tant qu'on n'est pas rassuré, on a besoin de prendre notre entourage en otage. On a besoin de tyranniser les gens pour dire « Regardez comme je suis beau. Regardez comme je suis intéressant. Ah, j'ai écrit un livre. Oh là là, combien de lecteurs il y a là-dessus, combien de rééditions. » Mais ce langage-là, c'est un langage qui a comme but de nous rassurer à nos propres yeux. N'est-ce pas? Mais tant qu'on a besoin d'être rassuré, on est dépendant de l'approbation de l'extérieur. Tant qu'on est fragile, qu'on n'arrive pas à s'assumer, qu'on n'arrive pas à vivre avec notre pnimiout, avec ce qui nous qualifie, avec des choses très profondes de l'intérieur de nous-mêmes, tant qu'on est fragile là-dedans, on a besoin du monde extérieur. Alors on a besoin de dire des choses, de montrer des choses pour plaire, pour être aimé, pour être approuvé, pour être applaudi. Alors on est embêtant, mais pourquoi tu m'aimes? Mais pourquoi ceci? Pourquoi cela? Parce qu'on a du mal à croire des choses très profondes sur lesquelles on a que c'est nous, mais qu'on a des difficultés un petit peu à mettre le doigt là-dessus. Oui, vous voyez, c'est un problème, très très grand problème, très très grand problème. Je pense que c'est de cela qu'on est en train de parler ici. S'il y a des délateurs, ça veut dire au niveau du klal, ça veut dire on n'arrive pas à garder les choses pour nous. Ça veut dire on n'a pas assez construit à l'intérieur de nous pour que les choses, et on vit avec. Tant que les choses ne me manquent pas, j'ai confiance en moi, mais tout, j'ai pas besoin d'aller raconter des choses à l'extérieur. J'ai pas besoin, parce que raconter à l'extérieur, c'est comme si je suis en train de dépendre de l'approbation des autres. Il faut que je sois intéressant. Mais je me prostitue quelque part. La prostitution, c'est quoi? C'est de faire, si on peut dire, de la lèche, de vouloir se faire bien voir pour être assuré sur soi-même. Mais on prostitue les vérités qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Le grand peintre Claude Monet, un extraordinaire peintre du 19e siècle, enfin il était avec d'autres, ça s'appelle sionisme. C'est une nouvelle façon de considérer la peinture. Ça a été une très grande révolution par rapport à la façon de faire la peinture, de représenter le monde avant le 19e siècle. Et comme tout ce qui est révolutionnaire, eh ben, c'est pas reconnu, n'est-ce pas? C'est pas reconnu, c'est pas, les gens ils l'acceptent pas, ça dérange, mais c'est pas ce qu'on a l'habitude. Mais c'est idiot, hein? Alors il s'était extrêmement critiqué. Claude Monet, qui était un génie parmi tous ces peintres, à un certain moment il a dit « Tiens, je vais faire un tableau alimentaire. » Ça veut dire il faut que je gagne ma vie. Alors je vais leur faire un truc qui leur plaît. Je sais très bien ce qui leur plaît. Moi je sais aussi faire des beaux tableaux. Ce qu'eux ils appellent des beaux tableaux. Ils appellent ça, lui il appelait ça un tableau alimentaire. Ça veut dire que c'est un homme qui était déjà tellement bien construit et tellement sûr de son fait, il n'a pas besoin, il faut que je gagne ma vie. Bon, alors pour gagner ma vie, je vais faire un machin, je vais leur faire plaisir, je vais leur faire un tableau comme ils les aiment, je suis sûr que ce tableau, il se vendra. Mes vrais tableaux, j'ai des difficultés à les vendre parce que les gens ne sont pas prêts à entendre la révolution Qu'est-ce qui se passe? La révolution des impressionnistes dans le monde. Les gens ne sont pas prêts à entendre ça. Mais un tableau alimentaire, j'adorais cette formule pour dire, tiens, ces cochons-là, qu'est-ce qu'on va leur donner à manger? Ils ne comprennent rien. Alors, il y a un truc qui va leur plaire. Je sais très bien le faire, mais ça ne m'intéresse absolument pas. Je dirais que ce peintre-là, il a parfaitement assumé le fait qu'il avait quelque chose qui, de lui,
et qu'il n'a pas besoin de se prostituer et de se vendre pour être approuvé. Parce qu'il vivait avec ça, et il savait ce qu'il pensait des autres, et s'il faut se nourrir, ben on va leur faire un tableau qui leur plaît, qu'est-ce que tu veux, je m'en fiche. Je méprise moi-même le monde des autres. D'accord? Tant qu'on n'arrive pas à garder la chose qui nous est personnelle en nous, eh bien on se fait dépendre des autres. Vous entendez ça? C'est très important comme point. Re'ouyim le car. Ils méritent en vérité d'être asservis parce que c'est eux qui se font dépendre des autres. C'est eux qui donnent du pouvoir. Vous savez, dans la politique israélienne, il y avait quelque chose il y a plusieurs années qui était terrible. Les Israéliens essaient toujours de se faire approuver par le monde. Tout le monde les critiquait et ils étaient tout le temps en train de dire « Oh, je veux qu'on m'aime. Oh, je veux qu'on m'admire. » En vérité, ils se comportaient beaucoup mieux que n'importe quelle nation. Mais ils étaient complexés. Ils étaient complexés de ne pas être acceptés par les autres. Et ça leur fait mal d'être rejetés par le monde. Et ils se prostituaient à n'importe quelle nation qui était des gens 10 fois pires, rien que pour se faire approuver. Vous entendez? C'est le point important. C'est parce qu'on n'a pas confiance à l'intérieur de soi, parce qu'on n'est pas mûr, on est fragile et on est sensible à l'opinion des autres. Et on a besoin de l'approbation des autres. C'est ça le shiboud. C'est ça l'asservissement. L'asservissement, il ne vient pas de l'extérieur. C'est quand toi, tu as besoin des autres, alors tu te fais dépendre des autres. Tant que tu n'es pas rassuré sur toi, tu vas dire « Ah, mais moi j'ai un cours dans lequel il n'y a que 3 élèves. » Ah, ça affiche mal, peut-être je ne suis pas intéressant. Tu pourrais te dire « Non, j'ai des choses qui sont très très personnelles et qu'il n'y a pas beaucoup de gens pour l'entendre, mais ça n'enlève absolument rien à ce que j'ai à dire. » Mais pour arriver à cela, mais j'en vois un autre qui a 80 personnes qui viennent à ses cours. Je complexe. Oui, j'ai besoin de faire des blagues, j'ai besoin de plaire, j'ai besoin de... Vous voyez, je me vends, je me prostitue au monde pour qu'il m'accepte. Une fois que j'ai appris à apprécier moi-même par rapport à moi, j'ai plus besoin de le diffuser à l'extérieur. Donc, qu'il y ait des délateurs, c'est-à-dire des gens qui n'arrivent pas, qu'on voit dans ce peuple, qu'on n'arrive pas à garder les choses pour soi, qu'il faut qu'on en parle, alors que c'est des choses qui ne sont pas de nature à être de notoriété publique, ça ne doit pas être diffusé. Et si on a une chose pareille, eh ben on est extrêmement fragile par rapport au monde extérieur, c'est nous qui nous faisons dépendre des autres. Deuxième point, c'est marqué. Maintenant, je comprends pourquoi les Juifs sont plus persécutés que les autres. Tiens, c'est une remarque. Moshe a vu que parmi toutes les nations, il y avait plein d'esclaves en Égypte. Plein d'esclaves. Mais il a vu que l'asservissement était plus sur les Juifs. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors je crois que le problème est le suivant. Plus quelqu'un, il a quelque chose de personnel, d'intime, de profond, plus il est fragile. Si c'est quelqu'un qui ressemble à tout le monde, c'est pas quelqu'un qui se soucie qu'on le comprenne, puisqu'il est en train de raconter les choses que tout le monde raconte. Vous voyez, un abruti qui raconte qu'il a la même opinion que de ce qu'on diffuse dans les médias, cet abruti qui a les mêmes conceptions, eh bien lui, il n'a pas de souci sur lui-même, parce que ce qu'il dit, c'est à la portée du premier abruti venu. On l'entend tout le temps dans les médias, on lit dans les journaux, on l'entend à la radio. Quelqu'un qui dit une chose de ce genre-là, eh ben, c'est quelqu'un qui n'est pas un souci par rapport à lui-même. Pourquoi? Parce qu'il raconte des platitudes qui se trouvent partout. Mais quelqu'un qui a quelque chose qui est génial, qui est créatif. Et ça, les Juifs sont particulièrement créatifs. Et c'est pour ça qu'ils ont tellement changé l'histoire de la pensée, l'histoire de... Tous les déroulements d'histoire du monde, c'est toujours des Juifs qui viennent. Une des raisons, les Juifs sont beaucoup, beaucoup plus créatifs. Ils sont plus géniaux à l'intérieur. Ça veut dire qu'ils ont une shama beaucoup plus pnimite.
Et parce qu'ils sont différents de ce qui se passe dans le monde, ils ont un plus grand souci d'être reconnus. Vous voyez, plus on est spécial, plus on est fragile. Pourquoi les Juifs ils sont plus persécutés que les autres? Parce que les Juifs, ils ont à apporter des choses. Ils ont quelque chose de très spécial. C'est pour ça qu'ils sont très seuls avec eux-mêmes. Quelqu'un qui dit la même chose que tout le monde, il n'est pas en souci par rapport à lui-même. Vous entendez? Voilà, c'est comme ça. Si vous arrêtez de jouer ensemble, ça serait super bien. Non? Alors, mais je ne suis pas complexé, hein, dans le cadre du cours. Alors, quelqu'un est plus fragile, c'est quand quelqu'un est plus seul. Quand quelqu'un il a quelque chose de plus personnel, de plus profond, eh bien, il est plus fragile parce qu'il voit moins que c'est vrai. Il sent moins que ce qu'il dit c'est quelque chose de vrai parce qu'il ne le voit pas chez les autres. Ouais, il le voit. Et les Juifs, c'est un peuple tellement particulier que c'est un peuple plus fragile, qui se soumet beaucoup plus à l'opinion d'autrui. Si les Israéliens ont tellement de soucis, alors qu'il y a des nations une derrière l'autre, ces nations-là, c'est des nations de tueurs et tout ça, ils ne demandent pas la permission, il ne faut pas de complexe. C'est quand les Russes, quand les Américains, quand n'importe les Français, tous ces gens-là, ils agissent comme des tueurs. Ils n'ont pas des grands débats intérieurs, ils n'ont pas un grand souci, ils n'ont pas un besoin d'être approuvés par l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est le monde, c'est comme ça, ils voient ça autour d'eux-mêmes, ils sont comme tout le monde. Mais si toi, tu as quelque chose de spécial à apporter au monde, alors c'est tellement spécial, c'est tellement personnel, que c'est difficile de croire, on s'interroge plus sur soi-même quand on a quelque chose de spécial. Parce que c'est pas reconnu, parce qu'on ne le trouve pas tellement chez les autres. Donc on a beaucoup plus de soucis par rapport à soi-même. On a ce souci et... D'accord? Je pense que c'est ça le pshat de cette histoire. Que maintenant que je vois qu'il y a des dalétorim parmi eux, je vois qu'ils méritent ça. Pourquoi ils méritent ça? Parce que s'ils n'arrivent pas à garder les choses pour eux-mêmes, de le partager et de faire entendre qu'ils sont incapables de vivre avec cette chose-là, ben ça veut dire que c'est eux qui se font dépendre des autres. Pourquoi ils sont plus persécutés que n'importe qui? Parce qu'eux, ils ont des choses plus particulières que n'importe qui à apporter. C'est en vérité un grand shvach, un éloge extraordinaire du peuple juif, c'est ça. C'est que les juifs, ils sont particulièrement fragiles. Puisqu'ils sont plus dans la pnimiout, dans l'intériorité, dans la profondeur et tout ça, pour eux c'est plus difficile. Et la maturité de chacun, ça va être qu'au fur et à mesure, il a de moins en moins besoin d'être rassuré. Il arrive à assumer le fait que lui, il a son propre derrière. Mais ça met du temps, vous voyez? Et tant qu'on n'a pas mûri là-dessus, et tant qu'on ne sait pas accepter avec notre particularité, bien qu'on ne la trouve pas chez les autres, eh bien, on est soumis à l'approbation des autres. Ok? Je vais avancer. Il y a un midrash extrêmement connu que quand Moshe Rabbeinu était à la cour de Paro, Bitya l'aimait tellement qu'elle ne laissait pas sortir de la maison, du palais. Elle gardait tout le temps avec elle. Et elle l'amenait à la table de Paro. Et Moshe, qu'est-ce qu'il faisait? Mais il jouait sur les genoux. Le Paro, il adorait. Il adorait Moshe. Il le prenait sur ses genoux. Are, je ne sais pas si c'est de l'égyptien. Traduction égyptienne libre, chacune traduit en égyptien, mais c'est ça que le Paro, il avait plaisir d'être avec cet enfant. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faisait? Il jouait à lui enlever la couronne
et à se mettre la couronne sur sa tête à lui. Que mo shehu atid liot. Comme ce qui deviendra effectivement comme ça, que Moshe Rabbeinu enlèvera le pouvoir à Paro, et c'est lui qui aura le pouvoir, n'est-ce pas? Vayusham itstagnine Paro. Et là-bas, il y a les devins de Paro qui voyaient ça, et il disait, ça tu sais, c'est significatif comme acte. Et on a peur, que comme on a prévu que tu perdrais le pouvoir, eh ben on a peur que ce soit cet enfant-là. Parce que quand est-ce qu'ils avaient décidé de tuer les enfants et tout ça? Ils avaient peur que ce soit un enfant, ils avaient entendu que les Hébreux vont l'emporter sur eux. Alors, ils se sont dit, mais Moshe, mais il a l'air. Il a l'air, cet enfant, tellement réussi, mais qui joue à quoi? À enlever la couronne et se la mettre sur la tête. Alors, ils débattaient. Il y en a qui disaient qu'il faut le décapiter, cet enfant. Il fallait le brûler. Mais il y avait quelqu'un de sympathique à la cour de Paro. C'était le personnage sympathique de la cour de Paro. C'était qui? Yitro, mais il n'était pas déjà parti à l'époque. Il y a une opinion qui dit que c'était un malach. C'était quoi? Un malach. Bon, écoutez, les malachim, ils n'ont pas cours avec moi aujourd'hui. D'accord, c'était Yitro. C'était Yitro, qui n'avait rien de malach. Et Yitro était là-bas et dit, mais vous savez, cet enfant, mais et une laudate, et une baudate, il n'est pas mûr, ça veut rien dire ce qu'il fait. Vous savez, vous avez qu'à faire le test. Apportez donc un plat sur lequel vous mettrez de la braise et vous mettrez de l'or. Eh bien, vous verrez bien. Si il fait mine d'aller vers l'or, s'il choisit l'or, ah, c'est envoyé Jbodat. C'est un enfant, ça veut déjà dire quelque chose. Il est intelligent. Alors vous le tuez. Mais si il va à la braise, c'est un imbécile, laissez tomber. Très bien, le test a été accepté, on a apporté ça. Qu'est-ce qui s'est passé, mesdemoiselles? Très bien. Il a fait mine d'aller vers l'or, et le malach Gabriel lui a déplacé la main sur la braise, et alors? Pardon, Sarah? Très très bien. Et il a pris la braise, et il s'est brûlé. Ve'echvisiado imagachelet le torpiv, il a introduit sa main avec la braise dans sa bouche. Venirve le chono, sa langue a été brûlée. Ou mimenona sechvat pe ou chvad lachon, et c'est ça ce qui l'a rendu lourd d'expression. De là, Rachid dit en vieux français un mot qui semble dire balbutier. Il savait plus s'exprimer. C'est un midrash intéressant. Quelqu'un fait la remarque, mais c'est évident que Moshe Rabbeinu il va aller à l'or. Parce que l'or c'est brillant, ça attire. Une braise c'est un truc gris, c'est un truc qui n'est pas, c'est pas très, ça brille pas, oui. C'est rougeoyant une braise. Ça dépend comment. Bah, là, il devait être rougeoyant parce qu'il y en a différence, sinon le texte n'aurait pas eu de valeur. Au contraire. Alors, là, si ça brille comme l'or, alors il n'y a pas de test là-dessus. Le test, est-ce qu'il va choisir, mais je vous dirais, ce qui brille ou ce qui ne brille pas. Mais il y a une deuxième différence entre la braise et l'or. L'or est un métal froid, alors que la braise, elle brûle en dedans. Donc c'est l'inverse l'un de l'autre.
la braise, elle vit à l'intérieur et ça ne jette pas, ça n'en jette pas. Alors que l'or, c'est juste le contraire. C'est froid et mort à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est magnifique. Et d'ailleurs, Moshe, très spontanément, va vers l'or. Alors, la remarque que quelqu'un m'avait faite, il dit, mais Yitro, on croit qu'il est tellement brave. Mais le test qu'il va donner, il y a 90% de chances que ça va tuer Moshe. Quoi, il a sauvé Moshe. D'accord? C'est un peu un test qui risquait, qui avait tous les risques de le condamner. D'accord? Deuxième chose très intéressante dans ce midrash, que c'est de ce midrash-là que date le fait que Moshe ne sache pas s'exprimer, qu'il a des grosses difficultés d'élocution. D'accord? C'est rattaché à ce midrash. Alors nous, on croit que c'est la petite anecdote, comme ça, l'histoire sainte, vous savez, oui, ben, il y avait des braises, il a brûlé, il y avait une braise qu'il a mis dans sa bouche, alors ça a brûlé, alors c'est pour ça que... Comme le texte semble le dire, mais ça semble quelque chose un peu simpliste, un peu élémentaire, l'histoire sainte un peu élémentaire, mais pas très intelligente, pas très profonde. Oui. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. En vérité, il y a deux sources de pouvoir. Un homme peut dominer le monde pour deux raisons. Un, parce que il est doué. Il apporte aux gens les choses que les gens ils aiment le savoir-faire. C'est un brillant économiste. C'est un type très beau. Il plaît. C'est un type extrêmement riche. Un type très très puissant. Il y a des moyens de gouverner. Il y a un deuxième moyen de gouverner qui s'appelle qu'il apporte aux gens quelque chose qui les intéresse. Quand Yosef a rêvé que les gerbes des frères vont se prosterner devant sa gerbe, les frères lui ont dit Hamalor timloch aleinu, immashol timshol banu. Qu'est-ce que tu t'imagines? Que tu vas être Meler sur nous ou que tu vas devenir Moshel? Un Meler et une Meler Beloam. Un Meler, il est reconnu par ses sujets. Berov Amadrat Meler. Si on est à plusieurs à faire une mitzvah, ça montre la grandeur du roi. D'accord? Un roi, il est grand parce qu'il a des sujets. Ça veut dire des gens qui le reconnaissent. Des gens qui cherchent quelque chose auprès de lui, et c'est pour cela qu'il est le chef. Parce qu'il leur apporte quelque chose dans leur vie privée. Alors qu'un Moshel, c'est quelqu'un qui domine, qui a le pouvoir, les moyens du pouvoir. La force, la ruse, l'intelligence, la richesse, la beauté, la pub. Alors, un, c'est Hamalor Timloch Aleinu, tu t'imagines qu'on va te reconnaître? Jamais on te reconnaîtra, disent les frères. Alors peut-être tu imagines que tu vas nous dominer. Alors tu es un rachat, tu as le goût du pouvoir. Tu veux nous écraser. C'est les deux pouvoirs qu'il y a. Le Drashot Haran demande, grosse question, le Maharal de Prague aussi reprend cette question. On sait qu'un prophète doit être beau, il doit être riche, il doit être grand, il doit impressionner. Comme ça, la parole qu'il rapporte, c'est une parole qui déjà, elle est impressionnante. Comme on demande le roi, le Kohen Gadol, le Navi, il faut qu'ils en imposent déjà pour qu'on soit à l'écoute de ce qu'ils viennent dire. Et il dit, c'est quand même étonnant, dit le Ran, que Moshe Rabbeinu, qui est le plus grand prophète, il lui manque quelque chose d'essentiel, c'est la parole.
C'est un truc de fou. Normalement, un prophète, il doit être plus beau, plus riche, plus fort, plus impressionnant. Et là, Moshe Rabbeinu, quand il ouvre la bouche, il ne sait pas s'exprimer. Le Ran répond à cette question, comment se fait-il donc que Moshe n'a pas ça, qui est élémentaire dans ce qu'on impose aux gens. C'est d'abord la bouche, comment on sait parler. Que si Moshe avait été effectivement un brillant orateur, on aurait pu dire que nous on a accepté la Torah parce qu'il y avait un bon commercial là derrière. Moshe c'est un brillant commercial. Il sait, il est tellement fort pour parler, on aurait pu croire qu'on a accepté la Torah parce qu'il y avait un vendeur extraordinaire. Mais Moshe, le fait qu'il ne sache pas parler, si les gens ils ont accepté la Torah, c'est à cause de la vérité de la Torah. C'est pas à cause de Moshe qui était impressionnant et qui leur a vendu le produit. C'est pas du tout ça. Il n'avait pas les armes de la conviction, il ne les avait pas. Il était désarmé. Et si la Torah a été reconnue, c'est bien pour la Torah elle-même. Comme ça répond le Ran. D'accord? Maintenant, nous on va parler autrement. J'ai dit que dans le pouvoir, il y a deux façons d'exercer le pouvoir. Un pouvoir qui s'impose parce qu'on a les moyens, les instruments de l'imposer. La richesse, la force, l'apparence, les médias, les contacts. Ouais, beaucoup de choses. Il y a un autre pouvoir qui s'appelle que les gens, ils sont intéressés par quelqu'un qui leur apporte à eux personnellement. J'accepte de venir chez toi parce que je suis demandeur, parce que tu m'apportes quelque chose. D'accord? Yitro, il s'est dit, si Moshe Rabbeinu, il est quelqu'un qui va directement à l'or, ça veut dire qu'il est dans le monde de l'aspect des choses, de l'apparence, alors il ne mérite pas de vivre. Quoi? Ça serait remplacer un paro par un autre paro. Moshe, Paro, il était extraordinaire. C'était l'homme le plus intelligent de son temps. Le Zohar, il le dit. Le Ramban, il le dit. Il n'y a personne aussi fort que le Paro. C'est un rachat, mais c'était extraordinairement intelligent. C'est un homme. Il était plus intelligent que tous ses conseillers, comme ça dit le Zohar. Paro, il avait les moyens du pouvoir. Alors, c'est un extraordinaire homme de pouvoir. Quel est l'intérêt que Moshe Rabbeinu, ce soit quelqu'un qui fonctionne de la même façon? Quoi, on va faire une révolution, on va verser du sang, il va y avoir des meurtres, des coups d'État et des choses de ce genre-là pour qu'il prenne la place d'un autre pour être un autre Paro. Mais le Paro, il était très bien pour ce qu'il faisait. C'était le meilleur maître qu'il y avait à l'époque pour ce qu'il faisait. On n'a pas besoin d'un Moshe Rabbeinu qui soit un Paro bis. Vous entendez? C'est pour ça qu'il a donné le conseil. C'est vrai que normalement on va vers ce qui brille. C'est vrai, et même Moshe Rabbeinu, quand il était au buisson ardent, Hachem le dit, Altikra valom, ne va pas si loin. Et halom, c'est un terme de malchut, de Kohuna. Le Midrash dit que Moshe voulait être Kohen. Moshe voulait être roi. Eh bien, Hachem dit non, c'est pas tes dimensions à toi. Ça veut dire que très spontanément, on pense qu'il faut les instruments du pouvoir. Ça ne nous intéresse pas un Moshe Rabbeinu qui sait faire, qui sait dominer, gérer. Le monde était très bien géré par les gens. Pas besoin de ça. Pas besoin de faire des coups d'État. Non. Si Moshe va vers la braise, c'est-à-dire vers quelque chose qui brûle à l'intérieur et qui s'exprime très peu à l'extérieur, alors Moshe, il vient apporter quelque chose de nouveau. Yitro est un grand chacham. Il comprend bien que Moshe n'est intéressant que le pouvoir, il passe de lui, de Paro à lui, comme tout le monde l'a compris. Les Yitzhak et les Paro, ils ont vu, et le Midrash nous disait, il le faisait, et en vérité, c'était révélateur de quelqu'un qui va prendre le pouvoir à Paro. Et les gens, ils ont vu ça. Oui, eh bien,
ça ne nous intéresse pas si c'est pour être bis. C'est pour être un autre paro. C'est pas intéressant. C'est parce que Moshe, il a une pnimiout extraordinaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir la pnimiout? Maintenant, je vais vous dire. Quand on a quelque chose de profond, quand on a quelque chose à apporter au monde, à révéler, eh bien, comme on a dit tout à l'heure, il y a des risques que on se vende, on se prostitue, on essaie de se faire accepter, on essaie de faire la promotion de ce qu'on a à dire en faisant de la pub. Vous comprenez? Il y a ce risque-là qu'un homme, il veuille gagner sur les deux plans. Il veut être reconnu, mais en même temps, il veut utiliser les ficelles pour se faciliter le boulot. Mais si Moshe, il apporte quelque chose de vraiment, de nouveau dans le monde, une dimension spirituelle, il faut qu'il perde la parole. Cette histoire, c'est pas une anecdote de dire parce qu'il s'est brûlé, il a choisi la braise et c'est ça qu'il a brûlé. C'est pas pour nous raconter la petite histoire sainte. C'est pas une histoire simple que ça raconte. C'est une histoire très profonde que ça nous raconte. Que Moshe Rabbeinu, il n'est pas capable de s'exprimer parce que choisir le chemin d'approfondir le feu qui brûle à l'intérieur, il faut le chercher tellement profondément. Il faut exprimer des choses tellement profondes qu'on est pendant très longtemps en but avec soi-même et qu'on n'arrive pas à le dire. Et il y a un passouk extraordinaire qui parle. Vayomer Moshe el Hashem. Quand Hashem voulait envoyer Moshe pour aller sauver les Bnei Israël, Bi Hashem, de grâce, mon Seigneur, Loïsh Dvarim Anochi, je ne suis pas un homme qui sait utiliser les paroles. Gam mitmol, gam shirjol, ni hier, ni d'avant-hier, gam meaz, dabercha el avdecha. Depuis le jour où tu t'es adressé à moi, qui chvat pe ou chvad lachon anochi, car je suis quelqu'un qui balbutie, qui ne sait pas bien s'exprimer. Les mots du Midrash, kvad pe ou kvad lachon. Alors, ce que je trouve extraordinaire, c'est que le kvad pe ou kvad lachon qui l'empêche de parler, dans le Midrash, il dit c'est la braise, n'est-ce pas, qu'il a mis sur la bouche. Et dans le texte, il dit miyom dabercha el avdecha, le jour où j'ai entendu qu'Hachem il me parle, ce jour-là, j'étais tellement bouleversé, j'ai entendu des choses tellement... C'est de là que je ne sais pas m'exprimer. Pour dire des choses faciles, faire des discours, c'est pas difficile, c'est un art. Il y a des gens qui sont moins timides, il y a des gens qui savent plus s'y prendre, il y a des gens qui sont plus enthousiastes, etc., etc. On a des choses pour cela. Mais le jour où tu acceptes d'affronter l'infini, le jour où je t'entends me dire quelque chose, où je suis interpellé par la grandeur, par l'immensité, par l'infini de la grandeur d'Hachem, ce jour-là, je ne suis pas un artiste. On peut être artiste dans la société, vous comprenez? On peut être un champion du commercial dans un monde dans lequel c'est ça les valeurs. Là, on peut être un bon vendeur. Oui, dans un monde qui demande ces choses-là, qui reconnaît ces choses-là, ben moi j'ai la tchatch, je sais faire les mouvements des mains, je suis italien là. Oui, je parle avec les mains, avec les pieds, avec la tête, avec les sourires et tout. Ça, c'est à court dans un monde superficiel. Mais quand tu commences à comprendre la dimension des choses, la dimension de la vie, tu perds la parole. Je dis pourquoi Moshe n'avait pas la parole? J'ai dit parce que c'est celui qui a tellement entendu jusqu'au bout la parole d'Hachem, tout ce qu'on peut entendre dans le bout, que par rapport à ça, mais par rapport à Hachem, le Chadoumia Teila. Pour Hachem, le plus grand éloge, c'est de garder le silence, c'est pas de faire 1 kilomètre d'éloge. 1 kilomètre d'éloge, t'as rien compris, tu crois que t'as compris quelque chose parce que dit Hachem, il est beau, il est magnifique, il est gentil, il est grand, il est généreux, il est... Mais non, t'as rien compris, t'es loin, 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 loin de ce qui se passe. La seule dimension que tu as, c'est de perdre la parole. Si Moshe accepte de perdre la parole, alors Moshe, il peut être quelqu'un qui apporte quelque chose au monde. Je dirais encore, ça nous retarde un peu, mais
Je dirais encore la chose suivante. Paro, vous savez qu'est-ce que ça veut dire le mot paro? Quelqu'un sait? Ça vient de priya. Priya, c'est dévoiler. Ou para rosh haisha. On enlevait la perruque ou le fichu que la femme soupçonnée d'adultère elle avait. Para, dévoiler. Quand on fait le brit, il y a deux phases indispensables. Il faut couper orla, ça veut dire quelque chose qui est en plus, et il faut, après, priya, ça veut dire dévoiler, ramener la peau en arrière. Et si on n'a pas fait ces deux choses, la mila n'est pas valable. D'accord? Et ces choses-là, si la mila tombe le 8e jour, tombe Shabbat, on fait ces deux choses le Shabbat. Parce que ça, la mila. Quand est-ce que nous on fait la priya? Nous aussi, il faut dévoiler. Priya, ça veut dire dévoiler. On doit se Mais après la mila, qu'est-ce que ça veut dire la mila? La mila, c'est couper la orla. Orla, ça veut dire tout ce qui pousse naturellement. La nature, les premières années, c'est la fonction naturelle, entendre. Il y a une orla talev, orla ta ozen, orla ta pe, orla talev. Il y a des orla ta hasadeh. Il y a dans la nature, il y a des choses, l'état naturel. L'état naturel, ça veut dire laisser les choses faire comme elles s'expriment. Chez nous, il ne faut pas s'exprimer avant d'avoir fait le sacrifice de perdre ces choses naturelles qui poussent naturellement. Pourquoi? Parce que c'est seulement si on fait le sacrifice d'enlever notre capacité de parler ou des choses de ce genre-là naturelles qu'on peut commencer à approfondir les choses. Et alors, il y aura une priya derrière. De l'autre côté, il y a Paro. Paro, c'est quelqu'un qui, naturellement, c'est l'homme qui est le plus dévoilé du monde. Il n'y a pas de mila. Il n'a rien sacrifié. C'est l'homme qui a exprimé les choses de la meilleure façon qui soit, mais sans qu'il y ait la mila. On n'a pas enlevé quelque chose de la force de la nature. Au contraire, c'est un homme le plus réussi d'après la nature, c'est Paro. Alors, Moshe Rabbeinu, quand il affronte Paro, cette guerre, ça va être que nous, on accepte, ou le peuple juif, maintenant en vérité, on rattache cette chose-là à ce qu'on a dit avant. Quand on veut vraiment exprimer des choses qui sont essentielles pour nous, il faut avoir la patience, il faut laisser les choses mûrir, il faut apprendre de plus en plus à vivre et à s'assumer avec ce qu'on est, et plus avoir besoin de l'approbation et des applaudissements de l'extérieur. Il faut, c'est ça, être mûr, ne pas être dépendant. Perdre le recours à des choses artificielles et à prendre les gens en otage et à les imposer, etc. Mais d'arriver à assumer ce qu'on est, c'est très long, c'est très difficile, c'est douloureux parce qu'on est un peu seul avec soi-même, mais c'est ça ce qui donnera que le jour où les choses se dévoileront, on sera un meler. Un meler, ça veut dire qu'on aura quelque chose qui sera assez exprimé et réalisé en nous pour que le monde extérieur il puisse entendre ce qu'on a apporté. Mais il faut une énorme patience et il faut apprendre à balbutier. Il faut apprendre à se dire, non, il ne faut pas tout de suite donner. Le gars qui donne des réponses trop rapides, qui est trop doué, il n'arrive jamais à approfondir. Voilà.